Bonjour, je me présente Maître Pham Xuân Tông. Je suis le fondateur de la méthode Quan Kido, Quan Khí Đạo et plusieurs autres pratiques avec des différents noms comme le cổ võ đạo, tâm khí thể, võ đài et également le travail sur les techniques de Công Pháp, les techniques de casse. Et ça fait 40 ans maintenant que j'ai développé ces pratiques ici en Occident. Et nous avons pu réunir maintenant au sein de la Fédération internationale de Quan Kido plus de 30 nations affiliées à notre organisation internationale. Nous nous retrouvons 2 fois par an avec les délégués de la Fédération internationale de Quan Kido sous ma conduite pour venir abreuver dans le sens un petit peu péjoratif les techniques à laquelle ils ont besoin pour pouvoir par la suite retourner au pays et de transmettre ces savoirs aux pratiquants de leur pays. Une fois par an, c'est en été, et une fois par an en hiver. On appelle ça un grand rassemblement traditionnel de la Fédération internationale de Quan Kido. Donc pour resituer un peu tout ça, le Quan Kido, c'est dans l'équipe toi le premier qui a commencé à pratiquer, à découvrir tout ça. Du coup, comment tu es arrivé là? Comment tu as découvert ça exactement? Le Quan Kido, j'en faisais il y a longtemps, quand j'étais ado. Et en fait, il y a eu une période d'arrêt forcément avec l'université. Plus tard, j'ai fait aussi d'autres arts martiaux, j'ai fait un peu d'aïkido, tout ça. Et quand je suis arrivé à Toulon, quand j'ai emménagé à Toulon, en fait, j'ai découvert tout simplement qu'il y avait le club du maître. Et je me suis dit, bon bah voilà, tant qu'à faire, autant y aller à la source. Un coup, j'ai été bien reçu, super ambiance, tout ça. Donc j'ai commencé à repasser les ceintures tranquillement, là, à passer les grades. Et là maintenant, je suis arrivé à la ceinture noire. Entre temps, du coup, j'ai essayé d'embrigader des amis aussi. Voilà, c'est bien quand même de se taper dessus, c'est convivial. Ça occupe, ça défoule. Ça défoule, voilà, c'est ça. Il faut. Entre potes, on se tape dessus. Voilà, clairement. Voilà. Et bizarrement, il n'y a pas trop de monde qui a voulu venir. C'est vrai que c'est dommage. C'est dommage. Et puis en fait, j'ai proposé tout simplement à Mathieu. Et en plus, Mathieu étant juste à côté du club, c'était une bonne occasion justement de pratiquer entre potes et puis de partager une activité qui en fait est vachement bien physiquement. C'est hyper complet, il n'y a pas besoin d'aller à la salle de sport. Ça fait combien de temps en fait? Ça fait 4 ans là, ouais. Enfin, ça fait 4 ans. Et toi forcément ça fait... Et moi je vais attaquer ma 8e année. Moi à la sortie de l'université je me suis dit en fait ça serait bien que je me mette à faire un sport, quelque chose de régulier, parce que bon, pendant l'université c'était un peu compliqué parce que j'avais les études, j'avais le boulot avec nous à côté, j'avais les déplacements en salon. Au final j'avais assez peu de temps pour pouvoir me consacrer à ça. Le sport de combat c'est pas forcément quelque chose auquel je pensais, mais je me suis dit ça peut être cool de tester, de voir le truc. Donc, on a rencontré, tu as rencontré aussi d'autres finalement collègues qui sont là-bas, qui sont dans le même esprit et tout. C'est ça, et du coup c'est vraiment devenu, c'est un groupe de potes maintenant, c'est des gens qu'on voit régulièrement, de manière générale c'est 2 fois par semaine. À côté de ça on a aussi les fameux stages, comme on peut le voir dans la vidéo avec le stage d'été, le stage d'hiver et des petits stages par-ci par-là qui font que ça complète un peu la cohésion. On a des choses un peu plus techniques qui sont vues seulement sur certains stages, comme l'arme par exemple, tout ce qui est arme c'est vu spécifiquement en stage, pas forcément en cours. Donc c'est vrai que c'est hyper complet, il y a de l'arme, il y a du combat, il y a des techniques point, pied, coude, self-défense, il y a de la technique pure, technique individuelle, technique plus en groupe, des chorés un peu plus en groupe, etc. Et c'est vrai que c'est ça qui est sympa, c'est qu'on voit beaucoup de choses, c'est hyper complet et ça apporte énormément sur pas mal d'aspects, même ne serait-ce que la compétition qui est quand même une partie importante aussi de cet art martial. Et donc d'habitude le stage d'été, il faut savoir qu'on clôture ça en beauté avec une journée à la plage. Alors cette année là ça n'a pas pu se faire parce que les conditions sanitaires ne le permettaient pas. Néanmoins on a quelques rushs qu'on va pouvoir vous montrer du stage qu'on avait fait il y a 2 ans. Et c'est toujours un grand moment parce que forcément déjà le stage d'été en général c'est assez intense. On va nous sortir des exercices plutôt improbables. Déjà on ne soupçonnait pas qu'on peut faire ce genre de choses nous-mêmes et souvent on va nous chercher assez loin dans l'effort, ce genre de choses. Et le stage d'été en particulier ce dernier jour sur les plages c'est assez particulier parce qu'on va en plus avoir l'élément eau qui est là et on va devoir se débrouiller à faire des choses en plus dans l'eau et c'est toujours assez galère. Je me rappelle au dernier où on était tous à faire des séries, des pompes d'abdos dans l'eau ou à faire des séries d'abdos avec des gens qui nous marchaient dessus sur le ventre pendant qu'on était dans l'eau.
aussi Ouais. à faire des coups de pied avec quelqu'un sur les épaules. Toi, tu en as vécu plusieurs justement. Ouais, ce qui est marrant, c'est de retrouver des pratiquants internationaux qui sont d'autres pays. Alors du coup, ce qui est marrant, c'est qu'on voit une autre façon de pratiquer suivant les pays. Le fait d'échanger justement avec ces pratiquants, que ce soit à petit niveau ou à haut niveau, c'est justement c'est super intéressant parce que c'est ce qui fait la richesse en fait du Kwenkido, où on a certes une méthode globale qui doit être respectée pour avoir une certaine cohérence, mais chacun, beaucoup de pratiquants de haut niveau justement apportent leur petit plus dans cette pratique-là, avec des conseils, avec des savoirs qui sont spécifiques. Il y a beaucoup de pratiquants de haut niveau qui sont spécialisés, par exemple, tu parlais des armes. Les armes, en fait, on ne peut pas toutes les faire parce qu'il y en a énormément. Et donc le Kwenkido, donc ça a toute une histoire, parce que c'est vrai que c'est un art martial qui reste assez récent encore, mais qui a su très vite se développer, et donc qui a commencé en 1981 à Toulon. Ouais, dans le même club où on pratique. Voilà, en fait, c'est maître Fan Xuan Tong, c'est un individu qui a une énorme histoire en fait. C'est à la base, il est au Vietnam et en fait il a créé justement sa méthode, sa propre méthode, le Kwenkido. Et après avoir reçu l'enseignement de son propre maître, qui est maître Cho Kwen Ki, qui est un maître de Kung Fu en fait. Et il lui a donné justement, il a été légataire de sa propre méthode, de la méthode de son propre maître. Et comme devoir justement pour pouvoir accéder à cet héritage, en fait, il lui a demandé aussi de commencer à faire les premiers Quen. Et c'est pour ça, les Quen, c'est-à-dire les Tao ou les Kata, comme vous préférez, c'est des devoirs en fait qui ont été donnés au maître par son propre maître pour pouvoir après être le légataire de la méthode. Et ces Quen-là, justement, on les refait au club. C'est devenu la base justement de la méthode Kwenkido. Et après, il y a toute une méthode enrichie en fait. Donc alors, on a hérité du Shaolin Wumei avec l'héritage de maître Cho Kwen Ki. Il faut aussi resituer sur le passé de maître Fan Xuan Tong, qui a été aussi un des premiers à fonder le Viet Vo Dao. Et il y a plusieurs maîtres, il en faisait partie. Et donc, justement, c'est pour ça qu'on peut voir pas mal de similitudes avec le Viet Vo Dao, qui est aussi justement issu de son propre enseignement. Et donc le maître aussi, il a fait quand même quelques rencontres plutôt assez improbables, disons qu'il a rencontré du beau monde, Tout à fait. donc pas mal de personnalités. Alors il a fait du service de sécurité rapproché. Par exemple, il a servi auprès du président Giscard d'Estaing en tant que sécurité rapproché. Après, il y a tout ce qui est avec le monde du cinéma. Donc il a rencontré Jean-Claude Van Damme, il a rencontré Chuck Norris. Voilà. D'autres noms assez importants. Il a même lui-même tourné dans des films, alors des films de France Télévisions notamment. Oui. Films qui sont très difficiles à retrouver. Qui sont visiblement très difficiles à trouver, mais on aimerait bien les voir. Visiblement valent aussi le détour, enfin le coup d'œil tout du moins. Tout à fait. Et aussi, il a rencontré bon nombre de grands maîtres d'arts martiaux différents, du Japon, du Vietnam, etc. Voilà. Il a vraiment rencontré du beau monde et je pense que c'est des choses qu'il a pu apporter à ces gens-là et qui aussi lui ont pu lui apporter pas mal d'autres choses. Et c'est encore une fois cette continuité un petit peu des échanges mutuels qu'on peut avoir et qui font grandir tout ça. Donc c'est vrai que c'est intéressant et quand on va dans la salle justement à Toulon, il y a un grand mur, la Hall of Fame, où on voit un peu toutes les personnalités qu'il a rencontrées. Et il avait aussi fait bon nombre de représentations sur tout ce qui était festival d'arts martiaux à Bercy, où si vous cherchez sur internet, vous trouverez probablement la fameuse découpe d'ananas sur le front, sur le cou, etc. Où on voit avec un sabre qui coupe les ananas sur des gens et il arrête sa lame au centimètre près sans couper les têtes du coup. Il a aussi fait la fameuse casse des blocs de glace qui est assez impressionnante à voir, la photo. Je sais pas combien il y en a, il y en a 7 ou 8. 7 ou 8 tout cassé d'un coup, c'est assez ouf et voilà. Il a vraiment une sacrée vie et il a fait beaucoup de choses et c'est assez impressionnant. Je pense que si un jour il doit écrire un livre, ça sera déjà en plusieurs tomes et il y aura beaucoup de choses intéressantes à découvrir là-dessus. Alors c'est vrai que quand on a commencé Noob, de suite, toi, quand tu participais aux chorégraphies de combat, on a de suite remarqué que tu avais quelque chose en plus, que tu avais une certaine aisance. Des cheveux. Des cheveux déjà, c'est quelque chose que très peu de monde dans l'équipe possède. Et au-delà
de ça, il y avait vraiment dans les mouvements, dans la fluidité des combats, quelque chose en plus. Alors moi je savais à l'époque que tu faisais tout ce qui était combat à l'épée, etc. Mais je ne savais pas que tu faisais les arts martiaux. On a fini par en parler. Bah, c'est vrai que, en fait, comme je dis souvent, en fait, quand on fait des arts martiaux, généralement, on commence à avoir une meilleure perception de son corps dans l'espace, à savoir comment se mouvoir, mais de manière, je dirais, intéressante pour face à la caméra, parce que si on n'exagère pas les mouvements ou si on n'arrive pas justement à faire quelque chose d'esthétique, du coup ça se voit tout de suite en fait. Certaines techniques qui nous ont été montrées au club, mais en fait on a essayé de les utiliser un tout petit peu à un autre niveau. Oui, bien sûr. Et donc faire quelque chose qui n'est pas dans une situation de combat, c'est-à-dire que parfois c'est plus spectaculaire pour l'écran ou exagéré en fait, c'est ce que je dis. Parce que moi pareil au début quand j'ai commencé je ne faisais pas ces arts martiaux, on le voit, j'avais une aisance dans le mouvement qui n'était pas là du tout, qui a commencé à bien se développer au fur et à mesure, ou en tout cas je le sens beaucoup mieux. Et c'est toujours marrant quand on fait ça avec quelqu'un qui n'a pas forcément l'habitude. Je me rappellerai toujours de la chorégraphie qu'on avait commencé à faire avec Omegazelle, où justement on essayait de lui montrer les mouvements, il disait attends comment on fait ça et pourquoi pas cette main. Donc il faut réussir à se caler justement sur le niveau de la personne en face, enfin ce qu'elle peut faire, s'adapter, essayer de lui apporter un peu pour qu'elle puisse aussi avoir un petit plus. Là par exemple sur le petit tournage qu'on a fait au club dernièrement, c'était un tournage IRL. Vous avez carrément le maître. On a carrément le maître qui a descendu, nous aider, nous donner un coup de main. Et pour le coup, il n'y avait aucun de nous deux qui tournait, c'était seulement avec des membres de l'équipe qui n'ont pas forcément fait des sports de combat, à part un peu Flou qui avait fait de la boxe. Du coup, c'était marrant notamment de voir Anne-Laure qui disait mais pourquoi c'est pas cette main et comment on fait. Et du coup, c'était un petit peu la galère. Et la main gauche, elle sert à quelque chose en fait. Et ce qui était intéressant, c'est que on voyait que le maître s'adaptait à ce niveau-là, essayer de trouver des choses qui étaient faciles à appréhender pour quelqu'un qui n'a jamais pratiqué, mais néanmoins ça demande quand même un peu de travail, un peu de patience, et au final ça réussit à avoir quelque chose de bien visuellement qui rend vraiment sympa. J'espère que ça se voit peut-être un peu plus dans les dernières saisons, et non vraiment c'est super intéressant en tout cas de pouvoir un petit peu partager tout ça et expérimenter sur les tournages. Puis après au-delà de tout ça, c'est vrai que c'est toujours bien de pouvoir taper les pods gratuitement pendant les tournages. Sans qu'ils puissent rien dire, parce que c'est tout à fait, c'est important. Ça met un peu l'ambiance, puis on s'est mieux respecté. Voilà.